On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La télévision du Haut-Richelieu que vous regardez en ce moment lance la version 7 de Coulisses Bêta, une émission culturelle, mais unique en son genre. Une nouvelle série de Coulisses Bêta est à l'antenne de la télévision du Richelieu cet hiver en 2023. Une émission axée sur les arts, la culture au sens large. Et d'ailleurs, quand on remonte dans nos archives, si on remonte à la première saison, c'était en 2013. Donc, cette émission-là a maintenant 10 ans. Et pourtant, son réalisateur a toujours l'air aussi jeune. Oh. Il s'agit de Stéphane Caron. Bonjour! Hey, quelle entrée! Ah, quelle entrée, hein? Ah, c'est magnifique! Accompagné de l'un de tes artistes qui est là presque depuis tous les débuts, Romain Grenon. Il a fait le premier épisode en 2013. Bon. En février. En février 2013. Donc, ça a 10 ans, jour pour jour. Ça jour pour jour. Bon. C'est quoi le concept de Coulisses Bêta, Stéphane? Bien, dans le fond, c'est de montrer un travail artistique en devenir quelque chose. De là, l'expression « bêta ». Coulisses, parce qu'on se tient en coulisses. Et puis, en même temps, ça fait un jeu de mots en ce qui concerne les artistes peintres. Coulisses, en tout cas, bref. Ouais. Je me comprends. Mais ça a parti comment? L'idée est venue d'où? Comment le concept a-t-il pris forme il y a 10 ans? C'est moi qui ai lancé ce concept-là. On m'a demandé de faire une émission. Moi, mes forces sont dans le culturel. J'ai toujours travaillé dans les émissions culturelles. C'est que j'ai pas tenté ça, si je peux dire. Puis là-dedans, ben, je fais tout, là, on s'entend. Là. Je fais la recherche, je fais les entrevues, je fais le montage, je fais le tournage. Je fais la réalisation complète. C'est vraiment un projet solo, oui, mais en même temps, ce qui vient alimenter cette émission-là, ce qui vient donner de la richesse, c'est les invités. Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est que je leur demande de s'impliquer aussi. Souvent, on finit par quelque chose qu'on produit ensemble. Des fois, ça va être un vidéoclip. Dans le cas de Robin, on a fait un vidéoclip spécifiquement pour cette émission-là. Donc, c'est pas juste dire, je vais aller chez un artiste, on va faire une entrevue, on va faire quelques images, puis on va faire une émission avec ça. Ouais. On est beaucoup plus loin que ça dans le concept. Oui, tu sais, j'ai rencontré Roger Alexandre. Il a peint une œuvre pour moi, là, pour Coulisses Bêta. Là. Ça fait que j'ai suivi comme là, je travaille aussi avec le Théâtre de Grand Prix. Je suis l'évolution de la pièce de théâtre. Mais à la toute fin, je vais tourner un segment style cinéma, si vous voulez, de la pièce de théâtre, où ce que là, ça va être vraiment la technique cinématographique qui va être utilisée. Bon, Robin, parle-nous de ta première expérience il y a 10 ans. Puis là, d'ailleurs, on va faire le lien tout de suite. Les gens vont se dire, pourquoi il y a une harpe dans le décor? C'est quoi le lien? Bien, le lien de la harpe, c'est avec Robin. Exact. Bien, quand il m'a demandé de refaire un Coulisses Bêta, bien, c'est là qu'on voit que le temps passe. C'est fou. Parce que le premier, en 2013, quand on a fait le Coulisses Bêta, bien, on préparait le disque Parfum d'été, qui est sorti en 2014. Puis là, tu te reviens de bord, puis ça fait déjà 10 ans. Et puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Bien là, je suis en train de préparer un disque de chansons. Je suis en train de travailler sur une chanson. Ah ouais, ben. Alors, c'est fou quand même comment les choses bougent pas si vite dans un sens sur une échelle de 10 ans. Tu sais, normalement, dans 10 ans, on devrait être rendu, je sais pas, à New York ou quelque chose. Non, on est encore là. Puis on joue encore de la harpe, mais on varie un peu les variétés. Mais il faut dire aussi, il y a eu après la sortie de Parfum d'été en 2014, il y a eu quand même un déclin des productions artistiques au niveau du CD puis tout ça. Donc, ben, pas en 2014, mais normalement, moi, je faisais des CD à peu près à tous les 3 ans.
Et puis, après, un moment donné, tu montes un inventaire, là, puis là, un moment donné, tu vois que les ventes descendent. Alors, tu te dis, ben là, on va attendre un peu, on va faire d'autres choses. On se concentre sur d'autres choses aussi. Là. Mais comment avais-tu trouvé ton expérience il y a 10 ans avec le Coulisses Beta 1.0? C'est vraiment pas comme une entrevue. Ouais. Le gars, il débarque chez vous avec des machines, puis il sort pas tant qu'il est pas content, tu sais. Il fait ça, lui? Oui. Fait qu'à un moment donné, on brasse la soupe ensemble. À un moment donné, on se pose des questions. Bon, alors, c'est vraiment pas comme... C'est pas un reportage sûr. C'est vraiment une création mutuelle où on s'apporte des idées. Et puis, après ça, lui, il s'en va chez eux avec 3 heures de tournage, puis il faut qu'il fasse une demi-heure avec ça. Il crée une œuvre, carrément. C'est lui avec, ça le côté artistique créateur. Tu crées une émission, mais en même temps, tu crées une œuvre. Oui, c'est ça qui est important de... Parce que ces émissions-là, en quelque part, sont un peu intemporelles aussi. Oui. Oui. Tu sais, les arts, tu sais... Il y a le musée du Louvre qui a des œuvres là-dedans qui sont intemporelles. Moi, j'essaie de respecter l'énergie que les artistes mettent dans leur production. Je peux pas arriver puis faire quelque chose à moitié quand je vois un artiste à peindre qui se démène jour après jour à faire une toile. Quand tu approches les artistes, est-ce que c'est compliqué à expliquer? Parce que les artistes qui sont habitués, parfois, d'avoir des entrevues, parfois, d'avoir des tournages dans leur atelier, là, quand tu leur expliques que tu veux les rencontrer, mais que c'est pour aller ailleurs. Oui. Bien, c'est sûr qu'au début, c'était compliqué, c'est un peu compliqué. C'est un peu pour ça que j'ai commencé avec Robin, parce que j'avais déjà tourné, moi, avec Robin. J'avais déjà fait de la musique pour un film que j'avais produit sur Todor sur mon père. Puis c'est lui qui avait fait la musique à ce moment-là. Je le connaissais. Puis j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais son travail. Puis on m'a demandé de faire une émission. J'ai dit, oui, Robin Grenon. C'est comme ça, c'est instinctif. Bon. Tu fais référence à ton père, on doit le nommer, René Caron, comédien bien connu dans une autre époque. Oui, dans une autre vie. Dans une autre vie, dans une autre époque, mais quand même, visiblement... L'influence n'est jamais très loin non plus, là. Ben oui, c'est sûr que moi, il m'amenait sur des plateaux de tournage à 4 ans. Là, moi, le premier souvenir d'enfance que j'ai, là, à un moment donné, il y a comme ça s'ouvre dans ton esprit, puis tu te rappelles de quelque chose. Là. Ben, c'était un plateau de tournage. C'était quel téléroman dans le temps? C'était sur Rue de Lens. C'était en Gaspésie. Wow! Ouais. Et pourquoi réinviter Robin 10 ans plus tard? Bien, je trouvais que c'était normal de repartir. D'ailleurs, c'était une demande spéciale, d'une part. Mais je l'aime beaucoup, je l'apprécie. Il n'est pas fatigant. Il n'est vraiment pas fatigant, puis il s'implique beaucoup. Mais c'est Richard Ascot qui m'a demandé 3 intervenants que j'avais déjà fait. Donc, j'ai fait, c'est-à-dire Mario Hébert est là-dedans, Robin Grenon, bien sûr, et Roger Alexandre. Ça, c'était les 3 demandes spéciales que j'ai remplies. A-t-il changé? Est-ce que, non, mais au-delà de faire des blagues sur l'âge et tout ça, mais est-ce que tu as senti que l'artiste a changé? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que tu le vois différemment? Bien, c'est sûr que, le côté chansonnier qu'il veut utiliser présentement, moi, je ne l'ai pas connu. À l'époque où il était chansonnier à Québec, il était chansonnier pendant 10 ans de temps, là, entre autres, à Québec, tout ça. Puis, cette facette-là, je ne la connaissais pas. Puis là, il me dit, ben là, j'ai décidé de faire un album de chansons. Ah, OK, c'est bien. Ben, puis là, à un moment donné, quand j'ai écouté ces chansons, j'ai vraiment embarqué. Robin, parle-nous de ça, parce que, bon, quand on parle de Robin Grenon, on pense à la harpe. Ouais. Mais tu chantes aussi. Bien, la harpe n'est jamais bien loin. Le monde de la chanson a toujours été très important pour moi, dans ma vie privée et puis dans ma vie professionnelle aussi. Et de toute façon, dans nos concerts de harpe,
pourrait dire des spectacles de harpe, parce que c'est pas si concertant, dans un sens. Il y a toujours un clin d'œil à la chanson. On finit toujours par faire un petit happening où je parle une vieille chanson, puis les gens chantent avec moi, puis tout ça, pour aller chercher, parce que c'est sûr, pour aller chercher une communication plus concrète pour le monde, parce que la musique instrumentale, ça reste assez abstrait. C'est bon, c'est magnifique, ça fait rêver, ça crée des images, mais on peut perdre un peu la concentration, la communication avec le public. Et la chanson a toujours été, pour moi, très important. Très jeune, déjà, bon, ça vient de ma mère, tu sais, puis on écrivait les paroles de chansons, puis tout le monde a connu ça, là, tu sais, on tenait l'aiguille du pick-up, là, tu sais, puis arrête, là, je vais l'écrire, les mots, là, puis là, ben, on chantait la chanson. Elle venait ici au Carrousel, là, tu sais, et elle allait chercher un disque, peut-être aux 2 semaines, là, puis c'était un 45 tours, puis c'était la fête chez nous quand elle arrivait avec... Elle revenait de ses commissions à Saint-Jean, là. Et là, puisque tu chantes, on va d'ailleurs regarder à l'instant même un extrait de Coulisses Bêta 7.0 avec Robin Grenon qui chante. Ça permet de sentir en soi comme en dehors les frissons de la joie. Ça redonne des idées, d'images de bonté, ça remet la couleur aux yeux. Ça humecte le cœur et fait oublier le temps de l'amertume au point. Mauvais goût de cendre. Faut prendre quand ça passe, faut fleurir l'événement, faut se dire et ça durera. Et serrer dans tes bras, j'ai crié je t'aime, mais tu n'y croyais pas. Je sais, c'est pas comme ça, on passe, on reviendra, une chose à la fois. Mais j'ai mes rêves à moi. Même s'il s'agit d'une amourette, d'une compagne, d'une aventure, c'est la plus joyeuse fête. Manigancé par la nature. Alors, on vient de voir un extrait de Coulisses Bêta 7.0 avec Robin Grenon qui revient 10 ans plus tard comme invité. Extrait où Robin chante. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre 1.0, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la version 7.0 de ce qu'on n'a pas vu dans les versions précédentes? Je dirais la technologie. Oui, OK. On utilise des meilleurs appareils, tu sais, ça fait 10 ans. Mais tu n'étais toujours bien pas au Betacam il y a 10 ans? Pour faire un jeu de mots, là? Non, mais... Mais qu'est-ce qui a changé au niveau technologique pour expliquer aux gens? Toi, tu es dans l'industrie, tu connais les appareils, mais pour expliquer au public, en télévision, là, technologiquement parlant, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Bien, le poids, la grosseur des équipements, puis la définition, tu sais. Dans le fond, on était longtemps en mode standard, là, dans notre langage à nous autres, en SD. Puis après ça, bien, on est passé au HD. Puis depuis ce temps-là, bien là, ça déboule. C'était très, très long à passer du SD au HD. Mais maintenant, c'est le 4K, c'est le 8K, puis c'est le 6.3. Puis c'est ça s'arrête plus. Et au niveau de la manipulation des logiciels, parce qu'aujourd'hui, les montages se font de par des logiciels, est-ce qu'encore là, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les 10 dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu montes une émission de télé, tu as accès à des effets, à des trucs particuliers qui te permettent d'aller plus loin? Oui, c'est sûr que ça a été comme... C'est un milieu qui a été démocratisé. Tu sais, à une certaine époque, il fallait avoir l'industrie hollywoodienne pour arriver à des effets qu'aujourd'hui, on peut parvenir à faire avec... En un clic de souris. Avec un PC. Bien, deux clics de souris. Mettons deux. Et avoir lu le manuel d'instruction du logiciel avant. Oui.
Puis en plus, sur ces mille et une possibilités. Ça, c'est une autre chose, c'est que les logiciels changent tout le temps. C'est qu'il y a toujours l'intérêt à... Bon, là, à tu suivre. dis, on est 10 ans plus tard, on est à la 7e saison de Coulisses Beta. Tu reviens avec 3 des invités que tu as déjà eus. Mais quels sont les autres invités que tu veux nous faire découvrir aussi, du nouveau monde que tu n'as jamais rencontré Bien, avant, il va que avoir tu as trouvé? le Théâtre de Grand Prix, il va avoir Luc Archambault, il va avoir... je suis en négociation avec d'autres personnes. OK. Là, tu en as combien de tournées jusqu'ici? J'en ai 3 de tournées, mais en même temps, je travaille sur une série santé. Parce que dans le fond, moi, j'ai comme un mandat de 13 épisodes. Et puis, j'ai négocié avec Richard que je ferais 7 coulisses bêta et 6, une nouvelle série qui s'appelle Perspective santé. Qui n'a aucun lien avec Coulisses Beta. Là, c'est un autre Oui, projet. c'est un autre monde. projet. C'est un Donc, autre monde. 7 Coulisses Beta. Oui. Il y en a 3 de faites. Donc, il t'en reste 4 à faire. Oui. Ah oui, ça me revient, il y a Cyrus Lapoule qui va. Oui, le BDiste. Le BDiste qui revient aussi. J'avoue que je suis allé jouer un peu dans mes anciennes connaissances. Bon, tu as fait référence tantôt à Roger Alexandre, le peintre, oui. à Mario Hébert, musicien bien connu dans la région. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Ce matin même, Mario faisait une publication sur Facebook pour remercier Bruno Pelletier, avec qui il y a longtemps travaillé. Je pense que Bruno lui a fait une petite mention dans son album Souvenir. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'il y a les arts visuels, il y a la musique. Bref, on touche un peu à tout, là. Oui, puis j'aime bien me vanter qu'on touche aux arts visuels. Les peintres sont vraiment pas couverts par les grands médias. On entend beaucoup parler des chanteurs, mais c'est à peu près ça, là. On connaît des comédiens, mais des artistes peintres, on n'entend pas parler. Ça fait que moi, j'essaie d'amener à l'image des gens qui sont proches de nous puis qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui ont un talent fou, là, sincèrement. Ouais, ça, c'est un fait intéressant. Les médias de masse, les médias privés, évidemment, ont des contraintes de code d'écoute, de revenus publicitaires, etc., ce qui fait que les arts ont un espace, mais bref, peut-être pas couvert à 100 je peux dire, pour être poli. Oui, ça fait partie de la culture. Tous les arts font partie de la culture. On doit pas juste couvrir une partie. Mais c'est aussi le mandat qu'on a dans une télévision comme celle que vous regardez en ce moment, où on n'a pas cette pression, on a des sondages, des revenus publicitaires. Bref, on peut se permettre d'essayer des trucs, d'aller ailleurs, de donner de l'espace-temps. Quand tu regardes ça, toi, Robin, au fil des ans, la couverture médiatique que tu as pu bénéficier au cours des dernières décennies, tu la résumerais à quoi? Puis en quoi une émission comme Coulisses Beta vient un peu comme boucler cette boucle-là? Bien, c'est intéressant. Il reste que, comme on dit, on n'est jamais tellement connu nécessairement dans son patelin. Ouais. Moi, j'ai travaillé beaucoup partout, aux États-Unis, dans l'ouest du Canada, de Québec. Alors, finalement, Coulisses Beta, le TVHR9, bien, ça assoit un peu le personnage dans son milieu. Et puis, ça fait une bonne différence. Puis aussi, c'est que quand on parle d'un projet, d'une émission, d'une demi-heure avec toi, mon Dieu, quand tu vas dans un autre endroit, c'est 5 minutes, puis à la course. Alors là, on a les moyens de faire un truc qui est beaucoup plus personnel. Et ça fait découvrir certainement des facettes qu'on ne connaissait pas de l'artiste, ça, c'est sûr. Tu faisais référence tantôt au changement technologique. Il y en a un qui est quand même assez important. Auparavant, quand on faisait de la télé, bien, on diffusait en ondes. Après ça, c'était fini, à moins de les mettre en reprise dans les semaines ou les années qui suivent. Là, aujourd'hui, bon, les émissions se retrouvent sur YouTube à perpétuité. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, tu vas te réveiller dans 20 ans d'ici, tu vas vouloir montrer ça à quelqu'un, le lien est encore là, il existe, comme je le dis. Ouais. Moi, je le dis à la blague des fois à mes invités, mais moi, je fais une émission d'actualité. Bon, on peut bien regarder une émission que j'ai faite il y a 8 ans, mais ça se peut que le sujet soit un peu dépassé. Là, comme je le disais tantôt, c'est intemporel, donc... même des fois, le regard, je ne sais pas si... Est-ce que tu t'es amusé à regarder des émissions que tu as faites il y a longtemps? Bien, c'est-à-dire... je les ai regardés là, mais
parce que j'avais besoin de me référence, de me baigner dans cette sauce-là, si je peux dire. Mais c'est intéressant ce que tu disais, à savoir, c'est sûr que c'est YouTube qui, pour nommer Ben oui, YouTube, parce que les là. vidéos sont hébergées là, mais c'est ça, c'est à perpétuité. Donc, Oui, ils sont dans le cloud, comme on dit. Dans le nuage. Il est gros, le nuage. En Il est tout cas. pas mal gros. Puis c'est sûr qu'on travaille aussi pour ça, là, tu sais. Ouais. On s'arrange pour que... C'est quand même, il y a des émissions qui ont été diffusées pendant 10 ans de temps ici, là. Ils sont encore diffusés, là. Tout à fait. Les premiers coulisses bêta sont encore diffusés. Puis c'est une chose que, justement, je veux vraiment pas nommer de date. J'essaie le plus possible d'éviter... Intemporel le plus possible. D'être le plus possible intemporel. Bon. Souvent, les artistes voudraient comme essayer de pousser un spectacle ou quelque chose comme ça. On n'est pas là, là. C'est pas non, genre non, un spectacle dans 2 semaines, les billets sont en vente. Là. On n'est pas là du tout. Non, on n'est pas là pantoute. Essaye même pas, dis même pas. Oui, c'est ça, Mais dans ton cas, Robin, qu'est-ce qui fait que tu t'es... Parce que la rap, on s'entend que c'est rare. Oui. Pas beaucoup de monde qui joue de la harpe. En tout cas, Oui, moi, c'est pour ça que j'en joue. Parce que tu t'es adonné à la harpe. Ben, mon premier instrument est la guitare. J'ai commencé assez jeune la guitare. Puis la harpe, je l'ai commencé à 17 ans. J'ai acheté ma première harpe à 17 ans, presque en cachette, évidemment, parce que c'était un investissement qui... je devais garder cet argent-là pour aller payer mon appartement à Montréal. Et puis, alors, il a fallu que j'apprenne à jouer de la harpe avant de la montrer pour dire que j'étais pas fou, là, tu sais. Et puis, j'ai pas pris de chance. Ma mère qui aime beaucoup la musique, tu sais, j'ai appelé la chanson « Mon enfant, je te pardonne ». Alors, quand j'ai joué ça, elle s'est mise à broyer, évidemment. Et puis, c'est donc beau, c'est fantastique. Et puis, c'est pour ça qu'après 3 ans, j'étais au conservatoire en guitare classique. Puis là, de moment donné, tu te dis, ben, tu vas-tu gagner ta vie avec ta guitare? J'ai dit, ça sera pas facile, tu sais. Et puis, j'ai commencé à jouer la harpe et tout ça. Puis, avec la harpe, d'une part, j'ai tombé vraiment en amour avec l'instrument. Je trouvais que c'était plein de couleurs, c'est fantastique. Je fais remarquer aussi que ce qui m'a touché de l'harpe, c'est l'aspect latino, en fait. Parce que je jouais de la musique sud-américaine et à l'époque, on écoutait des 33 tours. Et quand j'ai écouté un 33 tours avec la harpe paraguayenne, j'ai trouvé ça tellement joyeux, tellement libre, tellement énergique que c'est là que j'ai eu l'idée d'acheter l'instrument, de le faire venir du Paraguay. Et puis, après 2 ans, je disais, je pense que je vais quand même gagner ma vie avec ça, plus qu'avec la guitare. Et puis, j'ai travaillé dans tous les hôtels à Québec, un peu à Montréal, mais les grands hôtels, évidemment. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, parce que c'est un instrument qui est noble. Et puis, bon, si tu n'as pas un piano-bar, ben ça prend une harpe, sinon, bon. Et puis, ben, évidemment, si j'avais eu 1 an, 2 ans de vache maigre, bon, là, j'aurais dit, OK, c'est correct, là, je vais essayer je vais aller étudier dans d'autres choses, mais j'ai eu assez de succès pour continuer ma vie avec la harpe. Ça fait mais c'était très drôle parce que 40 ans, tantôt, là, que je fais de la musique. quand on installait la harpe dans le décor, bon, dans une autre vie, j'ai déjà été musicien, donc au clavier. Mais j'étais très intrigué. C'est pas un instrument que moi, je connais beaucoup. Puis là, j'étais intrigué de voir qu'il y a des couleurs, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a des leviers noirs, il y a des cordes de couleurs. Là, je comprenais pas trop pourquoi. Puis, mais répète, tu me l'as dit tantôt en fait, avant de rentrer en nombre, l'explication. On connaît pas beaucoup cet instrument. On a souvent l'image de l'harpe classique qui a un système de pédales pour avoir les demi-tons. Puis il y en a des plus grosses aussi, là. Oui, c'est ça. Ben, l'harpe classique, en fait, c'est comme la dernière invention au sujet de la harpe. Donc, elle a été brevetée au 19e siècle. Ça, c'est vraiment la harpe d'origine, si on veut. Ben, il y en a des plus petites, mais c'est très simple comme instrument. Et puis, les modulations se font avec des leviers chromatiques manuels. C'est sûr que c'est moins rapide qu'une pédale qui va changer toutes tes do en do dièse, par exemple. Mais, bon, ben là, ici, c'est une harpe 5 octaves. Alors, si je veux mettre mes do dièse, il faut que je lève tous les petits leviers rouges. J'en ai 5. Puis là, à ce moment-là, je vais avoir des do dièse. Et des fa dièse. Puis là, je vais pouvoir jouer avec des altérations. Mais ça reste un instrument primaire. Bon, avant l'invention du piano, c'était la harpe qui était l'instrument roi qui permettait l'harmonie. Noble. Quand tu dis c'est un instrument noble. Oui. Bon, on a souvent parlé de la harpe de Marie-Antoinette, là, tu sais. Mais en réalité, c'est pas si noble que ça. Parce que tu prends comme l'Irlande, ben, c'est l'instrument national, c'est la harpe. Eh bien, évidemment, tout le monde avait une harpe dans sa maison. C'est assez courant pendant une certaine époque. En Amérique du Sud, de plusieurs pays ont la harpe
dans leur culture, au Paraguay, au Venezuela, au Pérou, au Mexique. Pour eux autres, la harpe, c'est un instrument presque aussi ordinaire que la guitare. Dans notre histoire, à nous, c'est différent. Stéphane, on disait tantôt, comme Robin disait tantôt, peut-être chez nous, 3 heures de montage, puis après ça, ultimement, il faut faire une petite demi-heure avec ça. Une émission de Coulisses Bêta, ça te demande combien de temps? Mais c'est jamais pareil. Hein? C'est sûr que si tu fais un musicien, bien là, il y a des sons à synchroniser, il y a de la musique à faire. Là, le musicien, il va avoir ça de telle façon. Quand tu fais un artiste peintre, bien là, tu prends des photos, puis tu sais, Roger Alexandre, ça va me prendre peut-être, je sais pas, une semaine, 4 jours, 3-4 jours de montage, j'entends. Là, de montage. De montage. J'ai été chez lui peut-être 2 jours. Quand même. Ouais. Faut imaginer le nombre d'heures que ça prend pour une... Lui c'est quasiment un mois, là. Fait sauter le budget. Il a fait une petite chambre à côté, c'est ça? Ouais. Non, mais pas un mois avec le montage, là, je dirais. OK. Tu es content de ce que ça donne comme résultat, de replonger là-dedans dans Coulisses Bêta? Oui, bien, parce que c'est des amis, hein? Ouais. C'est devenu des amis. Ça fait que là, on fait des blagues, on parle de v'là 10 ans, tu sais, puis on se remémore des affaires. Non, c'est extrêmement plaisant. C'est extrêmement plaisant à faire. Donc, 3 nouveaux épisodes donc, de cette 7e version, donc Coulisses Bêta 7.0. Il y en a 3 de faits. Il y en a 4 autres à produire. Exactement. C'est diffusé en ondes ici même à la télévision du Richelieu. Et ultimement, si vous ne l'avez pas vu en ondes, il faut aller sur notre site web, tvhr9.com, pour aller les retrouver à perpétuité, comme je me plaisais à dire tantôt. Donc, c'est à voir. Et j'ai l'impression qu'on va voir ça, évidemment, pour les années, voire les siècles à venir. Éternel. C'est éternel. Ça devient... Ah oui, mais tu sais, la harpe, c'est un instrument paradisiaque. C'est vraiment éternel, ça. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Petit rappel amical pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le moment de parler des taxes municipales. Comme à chaque année, depuis longtemps maintenant, c'est 4 versements par année, mais le premier est attendu très, très, très bientôt. C'est pour le 9 février prochain. Donc, pour renseignements, vous pouvez bien sûr contacter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou sur le site web à sjsr.ca. À demain. Bye-bye.